Bonjour à tous et bienvenue sur l'étoffe d'un chef. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo réaction sur l'actualité israélo-iranienne. Décidément, il s'en passe des choses dans cet Orient compliqué. Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve cette actualité un peu éprouvante. On attaque, on lâche des bombes, c'est la riposte, on négocie pas, on envoie des missiles, on reprend les négociations, on arrête les négociations. Ah, les missiles sont partis. Zut, à l'attaque. Ça donne mal à la tête. Pourtant, c'est pas étonnant. Hein. Ce sont les négociations en temps de guerre. Hein. Ce sont toujours des micros avancés, des micros reculades tout le temps. Hein. Ça a toujours été comme ça. Mais là, on a des médias qui transmettent les infos heure par heure. Ben, toutes les petites montées-descentes, là, on a droit à tout. S'ajoute à ça un Donald Trump qui a un peu la manie de tweeter tout ce qu'il fait. Ça rend tout ça un peu fatigant. Alors, j'avais fait justement un sondage auprès de ma communauté récemment. J'avais posé la question... L'Iran a-t-il le droit d'avoir la bombe atomique? Et j'ai constaté que j'avais un public un peu moitié-moitié. Et puis je suis pas étonné d'ailleurs, hein, c'est un sujet assez clivant. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce clivage? Déjà, on est français. Vous êtes sur une chaîne française. Donc beaucoup de gens voient les choses du point de vue français. La menace palpable en France, c'est la menace islamiste. Je regardais les chiffres. On est à 9 attentats déjoués en 2024. L'antisémitisme violent est en hausse. Bon, ça y est, hein, c'est une réalité française qui a été intégrée par la police. Voilà, et maintenant elle fait du travail assez acceptable. Et en tant que Français, parce qu'on est, soucieux de l'avenir de la France, tout simplement, on redoute d'abord le réseau islamiste et donc le Hamas. Et évidemment, on n'a pas très envie qu'un pays qui met 80 coups de fouet pour non-port du voile, se retrouve avec une bombe atomique dans les mains. Avec tout le mal qu'il pense de l'Occident en plus, il serait fichu de s'en servir contre nous ou des alliés, donc forcément, on n'est pas chaud. C'est tout à fait logique. Donc cette posture, elle est assez naturelle. Elle est quand même subjective. C'est la posture, je dirais, de l'autoconservation. La menace islamiste, elle est très réelle pour nous, tandis que la menace d'un État juif, ça ne nous concerne pas du tout. Donc voilà, ça c'est la première position. Vous vous mettez dans la peau du Français soucieux de l'avenir de la France et qui regarde de proche en proche la menace la plus directe. Il y a aussi une autre posture possible, c'est la posture neutre d'un observateur omniscient, ubiquitaire. Et là, il faudrait reconnaître que les Palestiniens, ils sont en révolte contre une tutelle que nous-mêmes, nous n'aurions jamais accepté pour ce qui nous concerne. Donc voilà, alors les deux postures sont là. On va voir dans cette vidéo réaction des arguments qui vont dans un sens ou dans l'autre. Les deux postures sont naturelles. On veut protéger la France parce qu'on en fait partie, évidemment. Et d'un autre côté, il y a aussi une part de nous qui cherche une vérité objective. Mais généralement, les deux postures sont jugées incompatibles. Et quand on les pousse jusqu'à un certain point, elles tombent dans une mauvaise foi, surtout en temps de guerre. Et généralement, si vous avez violemment pris votre parti, que vous ne voyez que votre vision des choses, effectivement, vous en arriverez rapidement, plus rapidement que vous ne le pensez, à une conclusion telle que faut tous les exterminer en fait. Vous êtes sur l'étoffe d'un chef, une chaîne qui parle de politique internationale. Je donne un certain regard sur les événements, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr, que vous soyez pro-palestinien, pro-israélien, pro-iranien, pro ce que vous voulez, de toute façon, vous êtes le bienvenu sur cette communauté. Vous avez tout à fait le droit de m'expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi dans les commentaires. J'ai décidé de diviser cette vidéo réaction en deux parties. La première, on va vraiment s'intéresser à l'Iran et spécifiquement à l'Iran. Et dans la seconde, on va aborder Israël et tous les problèmes que l'État juif a pu poser. Le conflit Israël-Iran, c'est parti. Le 13 juin 2025, Israël a agressé l'Iran dans une opération historique par sa précision, son audace, son calcul. De façon extrêmement chirurgicale, en tout cas pour la première nuit, il vise par missile une centaine d'installations nucléaires. L'usine d'enrichissement d'uranium à Natanz, la centrale nucléaire d'Arak, diverses installations militaires,
des lance-missiles. Cependant, la base d'enrichissement d'uranium la plus sécurisée, à Fordo, était trop profonde pour qu'ils puissent l'atteindre. Avec cela, des drones, entrés par infiltration sur le territoire iranien, ont été activés, ont neutralisé avec une rapidité impressionnante des rampes de lancement, des radars, des nœuds de communication. Le Mossad a eu un rôle central dans cette agression, il semble avoir sérieusement infiltré les passes d'Aran, le corps des gardiens de la révolution, et beaucoup d'autres organisations iraniennes. Ont été touchés également des lieux précis à Téhéran et alentour, où se trouvaient Hossein Salami, commandant en chef du corps des passes d'Aran, Mohamed Bakeri, chef d'état-major, Amir Ajizadeh, commandant de la force aérospatiale, et d'autres militaires et scientifiques, ce qui désorganise complètement la chaîne de commandement au moment de la riposte. Et toutes ces cibles ont été touchées généralement par des missiles air-sol, tirés généralement depuis des chasseurs, qui survolaient alors le territoire iranien, en passant par les espaces aériens, syriens et irakiens. Immédiatement, c'est la riposte. L'Iran n'a pas d'avions ou très peu, donc il tire des missiles balistiques depuis des rampes de lancement. Si vous voulez avoir une image mentale de ce qui s'est passé, si vous étiez à ce moment-là dans la stratosphère, vous verriez les missiles balistiques iraniens avec leur trajectoire en courbe et leur vitesse hypersonique, mais vous ne verriez pas de missiles israéliens qui sont tirés par des avions plus bas. Israël domine les airs dans l'ensemble, il a un dôme de fer, une excellente surveillance aérienne qui lui permet d'intercepter 80 à 90% des missiles de riposte, ce qui ne veut pas dire que Tel Aviv n'ait pas été touché, et même touché sérieusement, ainsi que d'autres villes comme Beersheba. En outre, les États-Unis sont entrés en guerre le 22 juin, ils ont mené une attaque, notamment sur le site de Fordo. Je rappelle que Fordo, c'est une base nucléaire extrêmement profonde, et pour la neutraliser, il faudrait une bombe capable de s'enfoncer et d'exploser en profondeur sous la roche et sous le béton à 60 mètres de profondeur. Et en effet, les États-Unis possèdent une bombe de ce type. C'est ce qu'on appelle, ou ce que moi je vais appeler en tout cas un pénétrateur, une ogive de 13 tonnes, qu'on balance depuis le ciel à 15 km, qui percute le sol à une vitesse hypersonique, ce qui le fait traverser le sol, puis exploser avec retard quand il touche les zones d'installation bétonnées. Et d'ailleurs, probablement que ce pénétrateur a été conçu spécifiquement pour l'Iran, c'est ce qu'on peut supposer. Il a explosé donc le 22 juin. 15 km. Et les bombardiers peuvent voler si haut? Oui, mais c'est un peu la limite d'altitude pour les vols. La suite de la guerre est plus incertaine. Il semblerait qu'il y ait des négociations, mais vous savez, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre, et donc je ne ferai pas de prévisions trop audacieuses. Question: pourquoi Israël attaque l'Iran maintenant? Parce qu'il y avait des négociations entre les États-Unis et l'Iran sur le sujet nucléaire. Israël a voulu détruire l'arme nucléaire et saboter les négociations. Ouais, si on peut appeler ça des négociations. Bah, c'en était, non? Oui, enfin, c'est quoi pour toi une négociation? Ce serait quel genre d'échange? Monsieur Khamenei, l'Agence internationale de l'énergie atomique nous a informé que vous meniez depuis voilà 20 ans un programme nucléaire secret. Non. Eh bien, j'ai pourtant ici un papier qui m'informe que vous avez refusé que les inspecteurs de l'agence n'entrent dans certains des locaux où se trouvaient des centrifugeuses et des zones de stockage d'uranium. C'est pas vrai. Non. Bah, le papier dit ça. Non. Non, non, non. Ah bon? Non, non. Bah, le papier dit aussi qu'on a retrouvé des stocks d'uranium enrichi à 60%, le niveau requis pour du civil étant de 4%. Vous auriez pas laissé les centrifugeuses tourner un petit peu trop longtemps? Peut-être. C'est pour du civil? Ben peut-être. L'uranium à 60%, c'est pour un usage civil. Vous en faites quoi? De la cuisine? Un ragoût de poulet radioactif? Peut-être. Enfin, c'est pas ce que dit mon papier. Bon, ces fameux interrogatoires dans lesquels certains ont vu des négociations n'ont pas vraiment d'intérêt. Ça fait des années que ça dure.
C'est vrai que la seule façon d'empêcher l'Iran d'avoir la bombe, c'est de la façon dont Israël s'y est pris. En fait, les États-Unis, et en particulier Trump, je pense, puisqu'apparemment c'était quelqu'un qui était pour le désengagement, n'auraient pas fait ces attaques eux-mêmes. Avec l'opération Lion dressé, Israël a pris les devants pour assurer sa propre sécurité et pour mettre fin à une drôle de comédie, et en nous mettant, nous, l'Occident, devant le fait accompli. Il nous a fait un beau feu d'artifice, et maintenant il faut qu'on applaudisse. Mais comment ça pour sa sécurité? L'Iran l'a même pas attaqué, à ce que je sache. Il fait une guerre préventive sur la base de soupçons d'attaque. C'est pas suffisant. Bah alors sur le plan international, je pense que cette attaque est illégale. Néanmoins, Israël fait un lien quand même assez naturel. En fait, il se base sur une multitude d'allusions. C'est l'Iran lui-même qui a fait des liens à plusieurs reprises entre son programme nucléaire et Israël. Hachemi Rafsanjani, en 2002, qui est pourtant un Iranien modéré, ou soi-disant, expliquait que, je le cite, « l'emploi d'une seule arme nucléaire contre Israël détruirait tout sur cette terre mais ne causerait que des dommages limités au monde musulman ». Fin de citation. Et il disait justement cette phrase dans une campagne de promotion d'un programme nucléaire iranien. Et par la suite, avec Ahmadinejad, les soupçons sont revenus. Vous avez le droit de ne pas aimer un pays. Effectivement, Israël persécute les Palestiniens, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, c'est gravissime. Mais vous savez, la Chine persécute les Tibétains, les Ouïghours, la Birmanie persécute les Rohingyas, et on pourrait parler de ce qui s'est passé en Tchétchénie avec la Russie, on peut parler des Kurdes. Enfin, si on commence à régler tous ces problèmes au nucléaire, je crois qu'il ne restera pas grand-chose de vivant sur la planète. Plus généralement, ce que j'essaie de dire, c'est que cette façon de se comporter ne plaît pas aux États. La peur des Nations Unies, c'est que l'arme nucléaire se trouve dans les mains d'un acteur non étatique, infra-étatique, d'un groupe terroriste par exemple, et donc un acteur qui est incapable de dissuasion nucléaire. Mais comment ça? La dissuasion nucléaire, c'est justement son principe, que plusieurs personnes possèdent l'arme. C'est logique. Oui, je n'avais parlé justement dans ma petite trilogie sur l'arme nucléaire. J'avais fait des vidéos que vous pouvez consulter si vous le souhaitez, ça peut vous intéresser. La dissuasion nucléaire repose sur le fait que tous les détenteurs sont des gens rationnels. Je n'utilise pas la bombe parce que j'ai tout à y perdre en cas de riposte. Parce que je suis un État localisé dans l'espace, avec une population à protéger. Si je me prends une bombe dans la figure, je ne pourrai pas m'en remettre. Et donc, je ne peux pas moi-même l'utiliser. Vous comprenez la mécanique de la dissuasion. La perspective de voir tomber de telles armes entre les mains du Hamas ou du Hezbollah sont évidemment considérées avec crainte par beaucoup d'États. En effet, même si ces groupes ont fini par devenir des partis de gouvernement sur de petits territoires, leur passé est marqué par les prises d'otages, comme le Hezbollah l'a fait au Liban, et par les attentats suicides, au nombre de 146 pour le Hamas entre 2000 et 2005. Ces comportements ne reflètent guère le comportement attendu d'un État. Et là, je suis pas en train de remarquer que le Hamas est terroriste ou islamiste ou je ne sais quoi. Le Hamas est tout à fait capable de sacrifier sa population. C'est la signification de ce qu'il a fait le 7 octobre. Il a lancé une attaque et il savait très bien que la riposte allait être effroyable. Si l'acteur est non étatique, sans espace et sans population, et sans rationalité, comme c'est le cas du Hamas ou du Hezbollah, et de tous les autres groupes qui défendent leur cause par la terreur, même si leur cause peut être juste, eh bien la dissuasion nucléaire ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne plus. Et ça, c'est la catastrophe pour le monde entier. Mais l'Iran, c'est pas le Hamas. Si, c'est un peu pareil, parce que de tous les pays du monde, l'Iran est celui qui a le moins d'amis parmi les États. C'est-à-dire que, mis à part la Syrie de Bachar el-Assad, aucun État n'a vraiment accepté d'être son allié dans tout ce qu'il a fait. Et lorsque Bachar el-Assad est tombé, l'Iran s'est trouvé véritablement isolé. Il n'a pas vraiment d'amis parmi les États. Ses amis, c'est qui? Ce sont les acteurs infra-étatiques, ce sont le Hamas, le Hezbollah, qu'il finance maintenant depuis des décennies. Et donc forcément, on voit bien que dans son esprit, le Hezbollah est une pure continuité de son propre territoire en quelque sorte. Bref, le principe de la dissuasion est trop fragile pour qu'on se paye ce luxe, et donc forcément, cette histoire de bombe iranienne, ça a foutu la trouille à beaucoup de gens. Mais ce que tu dis pas, c'est que l'Iran est agressé sans raison. D'accord, il a agité des menaces depuis longtemps à propos de la bombe, mais des menaces, c'est une chose. En pratique, l'Iran n'a rien tenté de concret. Hein. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai parce que l'Iran n'a jamais affronté Israël directement pour des raisons surtout géographiques.
Il n'a pas de frontière commune avec lui. Par contre, indirectement, il l'a affronté en permanence, en fait, à travers le Hamas et le Hezbollah. C'est d'ailleurs assez limpide quand on voit les circonstances de l'attaque. On voit qu'Israël a été très progressif. Il a éliminé ses concurrents dans l'ordre de menace. D'abord, numéro 1, le Hamas. En juillet 2024, le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, est supprimé dans des circonstances peu claires. Où est-ce qu'il se trouvait? À Téhéran. Tiens donc. Les autres chefs du Hamas le suivent tous dans la tombe. Alors, Mohamed Deif en juillet 2024, Yahya Sinwar en octobre, Saleh Al-Arouri en janvier 2025, Mohamed Sinwar en mai 2025. Donc le Hamas, il est défait ou presque. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Numéro 2, le Hezbollah. Le 27 septembre 2024, élimination de Hassan Nasrallah. Entre septembre et novembre, il y a un déluge de bombes sur le Liban Sud et sur Daïeh, qui est le quartier, enfin la base du Hezbollah à Beyrouth. Le Hezbollah est donc complètement éliminé. Quel était le point commun entre Hamas et Hezbollah? Ils sont tous les deux financés, et largement financés, par l'Iran. Le Hezbollah est le bras armé de l'Iran au Liban depuis la guerre Iran-Irak et n'a pas cessé de faire sa loi sur toute une partie de ce pays. Le Hamas, quant à lui, doit la plupart de ses finances et de son armement à l'Iran. C'est l'Iran son premier pourvoyeur de fonds, et ce, bien avant le Qatar ou autre. Donc je veux dire, ils lui doivent tous les deux leur existence, pratiquement. Et c'est d'ailleurs un sujet de plainte chez les Iraniens. Ils en ont marre que toutes les dépenses publiques partent vers la guerre, en fait. Comme si l'Iran était en guerre, alors que pourtant, officiellement, il n'y est pas. Alors qu'il n'est même pas capable d'assurer la subsistance des Iraniens, ce régime. Mais ça ne s'arrête pas là. L'Iran finance également les Houthis. Numéro 3, les Houthis sont des chiites qui vivent au Yémen et qui envoient régulièrement des missiles contre Israël. Le 10 juin 2025, il y a 2 semaines ou plus, Israël a approché des corvettes sur la mer Rouge pour, et là c'est inédit, détruire tous les quais du port d'Hodeïda au Yémen qui permettaient l'acheminement des armes vers les Houthis. Donc les Houthis sont actuellement très handicapés aussi. Enfin, l'Iran soutenait également le régime de Bachar el-Assad, je l'ai dit, à travers des milices notamment, mais ce régime est tombé en fin 2024. Donc Israël s'est retrouvé momentanément avec les mains libres, totalement libres, pour frapper dans la citadelle qui faisait le lien entre tous ses ennemis. D'un coup, les différents obstacles se sont baissés pour qu'il puisse atteindre son antagoniste ultime. Et là, il a voulu détruire son programme nucléaire et peut-être même provoquer sa chute. Mais là, je sais pas bien s'il y est arrivé ou pas. Alors, est-ce que le régime iranien mérite de disparaître ? C'est une affaire de point de vue. Moi, j'aime pas quand on force un régime à disparaître de l'extérieur. Il faut au minimum qu'il y ait une action populaire. Après, on peut peut-être l'appuyer. Mais bon, c'est quand même au peuple de reverser un régime en principe. En fait, vraiment, ce qu'on reproche à l'Iran, c'est pas trop son positionnement par rapport à Israël, que moi, personnellement, je peux comprendre. C'est que c'est un régime qui est détesté par ses propres citoyens. Il partait avec un bon capital, le peuple s'était soulevé contre le Shah d'Iran, Khomeini était populaire en 1979, mais je crois que le peuple iranien a complètement déchanté. Parce que dans ce pays-là, s'amuser est un crime. C'est la triste réalité. Chante à tue-tête, t'auras des ennuis avec la police. Danser, que ce soit en public ou en privé, t'auras des ennuis avec la police. Tu te promènes avec ton chien, ça c'est un signe d'occidentalisation, la police va le confisquer et le piquer. Tu veux de l'alcool, il sera de contrebande. Et si tu te fais prendre, c'est la casse-prison. La position de l'État iranien sur les mœurs est complètement invivable. Mais ça c'était avant, c'était l'époque Khomeini, ça a changé. Ça a changé, oui, ça a vachement changé, oui. En décembre 2024, je te parle pas de l'époque Khomeini, là, je te parle de décembre 2024, l'Iran a passé une loi, accroche-toi, qui condamne la dissidence contre le port du voile à la peine de mort. Tuer une femme qui refuse de porter le voile, c'est la peine de mort que prévoit le texte. Mais en fait, la peine la plus appliquée
pour les tenues indécentes et les attitudes un peu trop festives, c'est la flagellation. La flagellation est très souvent appliquée en Iran, et même dans ce pays-là plus que dans tout autre. On avait vu un témoignage de fille qui racontait qu'elle avait reçu une peine de 80 coups de fouet. Il y avait une femme Bassidji qui fouettait et une autre qui était à côté d'elle et qui était chargée de compter 1, 2, 3 pour s'assurer qu'on arrivait bien aux 80 qu'avait prévu la peine. Et elle avait hurlé de douleur dès le premier coup. L'Iran, c'est le pays où le docteur Afganjari a été condamné à mort pour apostasie parce qu'il a parlé d'une réforme de l'islam. L'Iran, c'est un pays qui ordonne la flagellation pour un chanteur parce qu'il défend le droit des femmes dans une chanson. Et puis l'homosexualité, c'est la peine de mort, bien sûr. Il y avait Ahmadinejad, une fois, il avait fait un discours où il expliquait que l'homosexualité n'existait pas dans son pays. Et attention, tout ça, c'est pas la loi iranienne, c'est censé être une loi divine qui vient du Coran. Donc l'islam doit être exporté. Nous autres occidentaux devrions être délivrés de notre perdition. Et l'Iran ne dit pas ces paroles-là en l'air. N'oubliez pas, 1982, pendant la guerre Iran-Irak, Saddam Hussein avait attaqué l'Iran parce qu'il pensait qu'il avait été fragilisé par la révolution. En 1982, alors que la guerre aurait pu se terminer, puisque Saddam proposait la paix et on ne serait revenu à un statu quo, Khomeini a décidé de faire une formidable attaque révolutionnaire dirigée par les Pasdaran, les gardiens de la révolution, pour exporter et imposer l'ordre révolutionnaire iranien dans tout le Moyen-Orient et jusqu'à Jérusalem. L'opération s'appelait Opération Route vers Jérusalem. Et ça a été une affaire inimaginable. C'était des milliers et des milliers de soldats iraniens et irakiens en face qui mouraient tous les jours, à tel point que Khomeini a dû, pour pouvoir les remplacer, tous ces morts, faire appel aux enfants. Khomeini a appelé les enfants soldats pour se battre pour sa révolution islamique. Et ces enfants, ils portaient dans leur poche une clé du paradis, une clé en plastique qu'il leur avait distribuée. D'ailleurs, je raconte en long en large tout ce conflit dans ma deuxième vidéo sur Saddam Hussein. Allez voir ma série sur Saddam Hussein, vous aurez toutes les informations nécessaires sur ces événements. Mais il n'a pas réussi. Non, finalement, ça n'a pas fonctionné. Il n'a pas pu soumettre le Moyen-Orient à son ordre. Saddam Hussein a été assez fort. Et donc aujourd'hui, la révolution islamique se cantonne à l'Iran. Donc la guerre est finie, c'est bon. En fait, l'Iran se contente de financer des groupes qui se battent pour lui. Le Hezbollah, en ce moment, reçoit 700 millions de dollars annuels. Et pour le Hamas, c'est peut-être 100 ou 150 millions, enfin, des chiffres comme ça. Donc l'Iran n'est pas uniquement un pays qui défie l'Occident, c'est un pays qui condamne la mécréance de l'Occident. Financer le Hamas et le Hezbollah, c'est moins pour soutenir la Palestine que pour élargir le champ d'action de sa théocratie chiite en attaquant l'Occident dans son point faible. Le scandale de la Palestine. L'Iran contemporain est en très mauvais état. Diplomatiquement, l'Iran s'est avéré incapable de s'entendre avec aucun de ses voisins. Militairement, le pays est à plat. Son aviation était puissante à l'époque du Shah d'Iran. Tout est devenu vétuste, que ce soit l'aviation ou la marine. Mais il veut la bombe nucléaire. Mais il la veut un peu comme on veut l'arme du faible. L'arme du faible ? Oui, quand t'as ni armée ni ami, tu te rabats sur l'arme du faible. Prise d'otage, violation d'ambassade. Des choses qui sont faciles à réaliser, mais qui te rendent détestable aux yeux de tous les pays. Et puis là, maintenant, il veut sa bombe nucléaire. Voilà. Il n'a pas d'armée, mais il va se faire redouter quand même avec une petite bombe à l'uranium. Bon, c'est pour les autres États, ça fait un peu mentalité irresponsable. Pour bien comprendre cette peur, il faut d'abord saisir les intentions initiales du régime et de son fondateur, l'ayatollah Khomeini. Dès sa création, Khomeini expliquait que l'Iran et ses intérêts de patrie étaient subalternes à son idéologie, le fameux islam révolutionnaire. Les Iraniens en sont d'ailleurs marris puisque leur isolation et leur pauvreté persistent pendant que leurs propres impôts sont alloués à une guerre sans lien avec leurs intérêts frontaliers. Dans son livre Le gouvernement islamique, Khomeini écrivait « L'Iran n'est rien, l'islam est tout. Ce n'est pas pour l'Iran, mais c'est d'abord pour faire triompher l'islam, pour terrasser l'hydre du mal, qu'il était prêt à marcher sur Bagdad, puis sur Jérusalem. Que saigne l'Iran, écrit-il, pourvu que la révolution soit forte. Sur ce point, l'Iran est l'inverse d'Israël, qui lui ne réfléchit qu'en termes d'intérêt territorial. Si ces dirigeants turbanés avaient enrichi le pays
on leur aurait peut-être pardonné. Mais il s'est avéré que le pouvoir en place est l'un des plus corrompus du monde. Je regardais le classement à Amnesty International, il est à la 151e place en termes d'intégrité des élites. L'argent public passe on ne sait où. Dans la poche de tel ayatollah, de tel promoteur immobilier ou du Hezbollah. Le pays est sous sanction. La situation économique est catastrophique. L'inflation est galopante. Les Iraniens ont vu des pénuries de riz, des pommes de terre dont le prix est monté à 100%. L'huile de cuisson, c'est pareil. Les Iraniens, en fait, sont confrontés à une vraie pauvreté, alors que pourtant, eux, ils sont pas en guerre. Enfin, ils n'étaient pas en guerre là jusqu'à récemment. Et surtout, les jeunes étouffent. Les jeunes voudraient de la liberté. La police est partout. Politiquement, le régime doit essuyer révolte populaire après révolte populaire. Il y a eu un soulèvement en 2009 suite à la réélection frauduleuse d'un candidat islamiste, Ahmadinejad. Elle a été réprimée dans le sang. Nouveau soulèvement en 2019 suite à la hausse des prix du carburant. Les étudiants se soulèvent pour que l'Iran apprenne enfin à se mettre d'accord avec les puissances internationales pour que les sanctions soient levées. Et l'État règle le problème en faisant 1500 morts dans la répression contre les étudiants. Nouveau soulèvement en 2022, et là c'est l'ensemble du pays qui est concerné, à la suite de la mort d'une jeune kurde, Mahsa Amini, qui a été interpellée puis battue par les forces de police, qui est décédée. Tout ça parce qu'elle portait une tenue indécente, selon les mots de la police des mœurs. Les provinces occupées se sont soulevées également, le Kurdistan, le Baloutchistan. Il a fallu régler tout ça à balles réelles. Bon, c'est un pays qui va mal, visiblement. Et à la dernière élection présidentielle, on est à 51% d'abstention, le double du taux en France pour une élection comparable. Donc il y a une désaffection totale pour les institutions iraniennes. Je vois ce que tu veux dire. C'est bien possible que les Iraniens soient malheureux avec eux. Mais c'est aux Iraniens de démolir leur régime, c'est pas à Israël. C'est sûr. En fait, il faut un soulèvement populaire. Il faut que le peuple se mêle de ce qui se passe si vraiment il veut se débarrasser de cette tyrannie. Après, bon, on verra comment ça se passe, c'est assez délicat. Ça fait 46 ans, si tu veux, que les gardiens de la Révolution embrigadent la population et persécutent les opposants. Il est probable que beaucoup d'Iraniens voient cette décapitation du pouvoir central comme une opportunité. Il y a des chances que certains s'en saisissent. Mais ça reste très risqué et ça peut tourner complètement au vinaigre. Parce que, d'abord, ils vont peut-être se défendre. Le pays va peut-être tomber en guerre civile. Et puis, il ne faut pas, quelque chose qui arrive très souvent dans ce genre de situation, que le régime suivant apparaisse comme venu dans les fourgons de l'étranger. Et plus la guerre dure, plus les missiles tomberont sur le sol iranien, plus ça fragilise la position du régime suivant, qui devient le toutou des Américains alors qu'il pourrait être le leader d'une contre-révolution. Donc il est possible que toute cette histoire finisse très mal. Je pense que les Iraniens, eux, ils veulent être indépendants dans leur politique, ils ne veulent pas devenir une marionnette des États-Unis. Ils veulent quelqu'un, un shah, pourquoi pas, ou en tout cas un homme fort qui incarne l'Iran et ses intérêts propres. Pas les intérêts de la Palestine ou du Liban ou de je ne sais quoi, mais les intérêts de l'Iran. Mais attends, je peux te poser une question polémique? Toi, tu voudrais que le Shah soit restauré? Mais moi, je pense que la restauration du Shah est à l'heure actuelle la meilleure option. En effet. Ouais, ça m'étonne pas. Mais alors dis-moi, le nouveau Shah d'Iran qui va être couronné, si ça arrive, tu crois pas qu'il va être comme l'ancien, à la solde des États-Unis et dans le moule sioniste habituel? Non? Tu penses pas? Mais je pense qu'on peut pas du tout dire que le Shah d'Iran, avant 1979, était une marionnette des États-Unis. Il était allié des États-Unis parce qu'il pensait que c'était le meilleur pour le développement de son pays. Il n'était pas vraiment esclave de leur politique. Il avait aussi importé leur progressisme parce qu'il pensait que c'était la seule façon dont l'Iran pouvait devenir définitivement une grande puissance. Et le pire, c'est que ça marchait, c'est juste que le peuple avait du mal à suivre la cadence. Ensuite, concernant Israël, le Shah d'Iran n'avait pas la langue dans sa poche. Il ne disait pas amen à tout ce que les Israéliens disaient. Il avait lui-même noté les liens un peu incestueux entre Israël et les États-Unis. Et il avait fait à ce sujet quelques remarques acerbes. La preuve en vidéo. Surely, Your Majesty, you're not telling me that the Jewish lobby in the United States pulls the strings of the presidency. Not entirely, but I think even a little too much, even for Israel interests. Dans cette interview intéressante et amusante de 1976,
que je vous encourage à visionner, le Shah d'Iran exprime des opinions nuancées, notamment son agacement devant la puissance du lobby juif aux États-Unis. Il remarque qu'Israël devrait, de toute évidence, rendre les territoires palestiniens confisqués lors de la guerre des 6 jours. Il reconnaît que les Palestiniens jouissent d'une grande sympathie chez les persécutés et les apatrides du monde entier, mais juge inacceptable le terrorisme et le chantage dont ils se sont montrés souvent capables. En fin d'interview, il se moque de la CIA qui le traite d'allié incertain en leur demandant s'ils espéraient n'avoir affaire qu'à un larbin. Le régime du Shah était avant tout un régime qui se préoccupait du niveau de vie des Iraniens. Il avait un côté un peu technocratique sur les bords, c'est vrai. Dictatorial bien sûr parce qu'il avait une telle opposition qu'il était obligé de remplir ses geôles d'opposants, que ce soit le marxisme, c'était la grande époque du marxisme, que ce soit un clergé complètement étroit d'esprit, mais surtout en fait des moudjahidines du peuple, des islamo-marxistes qui étaient nombreux dans ces geôles. Et à côté de ça, le pays était beaucoup plus prestigieux, il avait une armée en excellente santé, très moderne, capable de peser à l'international. Dans les années 70, le Shah d'Iran commençait à reprendre la main sur son pétrole, à raffermir son indépendance, notamment sur le plan énergétique. Il n'a jamais craché sur la religion chiite en réalité, mais il voyait la culture persane comme quelque chose qui la dépassait. Donc aujourd'hui, avec la nouvelle donne, je pense que le Shah d'Iran, ça pourrait remarcher, c'est très possible, mais je ne sais pas comment sera son fils ni comment ça va se passer. Bon, une question qu'on peut se poser bien sûr, et à laquelle je n'ai pas tout à fait la réponse, c'est va-t-on vers une guerre civile? Ce que je peux dire en tout cas, c'est essayer de dégager les différents camps qui pourraient se disputer le pouvoir, si dispute il y a. Évidemment, le premier camp qui vient à l'esprit, c'est les défenseurs du régime. Si vous voulez, l'Iran, c'est un régime dans lequel il y a bien des élections démocratiques, mais les candidats à ces élections, qu'elles soient législatives ou présidentielles, sont totalement filtrés, désignés par un groupe qu'on appelle le corps des gardiens de la Révolution, et dont le commandant en chef est choisi bien sûr par le guide suprême. En fait, tout le système est centralisé sur le guide suprême et le corps des gardiens de la Révolution, ou Pasdaran. Ce sont aussi ces gardiens de la Révolution qui sont capables de mener des actions militaires aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. C'était eux qui avaient tenté d'exporter la Révolution en 1982. Ces gens ont entretenu un certain culte du martyr, qui est raccord avec la religion chiite, qui exalte le martyr à Karbala du 3e imam, Hussein. Et donc ces Pasdaran sont prêts à mourir sous les murs d'Alep pour le régime de Bachar el-Assad, et ils l'ont fait d'ailleurs pendant assez longtemps. Les Pasdaran sont donc l'élément central, la garde rapprochée qui pourrait défendre le régime jusqu'au bout. À eux, on peut ajouter aussi les Basiji, qui sont une force, on va dire, policière volontaire ou une force d'appoint. Pasdaran et Basiji pourraient très bien se battre pour maintenir ce régime en place. Alors, on peut oublier le réformisme, il y a effectivement une partie du régime qui est dite réformiste, mais elle a été complètement aux abonnés absents pendant toutes ces révoltes, notamment en 2022, donc aujourd'hui elle ne parle pas beaucoup aux Iraniens, d'autant plus que le Parlement, lui, a toujours été conservateur. Actuellement, le président est appelé réformiste, ça n'empêche pas que la loi sur la peine de mort pour non-port du voile a été votée en décembre, parce que le Parlement reste conservateur, il l'a toujours été, sauf un petit intermède entre 2000 et 2004. Un deuxième camp qui pourrait se dégager, c'est celui des Moudjahidines du peuple, aussi appelé OMPI. Régulièrement, le régime iranien prétend démanteler une cellule Moudjahidine par-ci par-là, donc ce sont des militants pour un islam marxiste. Ils ont fait partie des générateurs, disons, de la révolution de 1979, mais le clergé chiite se retournait contre eux dans les années qui ont suivi. Dans les années 80, ils ont été vraiment persécutés. Donc c'est un islam marxiste qui est force de conjuguer le Coran et Marx. C'est un petit peu une aberration de la pensée, bien sûr, mais bon, dans les années 80, le marxisme était encore à la mode, et l'islam commençait à être à la mode. Alors, je pense que les Iraniens n'aiment pas beaucoup ce mouvement. Au-delà de la question des idées, les Moudjahidines ont des défauts. D'abord, ils ont été des traîtres à la nation. À la fin de la guerre, en 1988, leur mouvement a été complice de Saddam Hussein.
C'est-à-dire qu'ils ont participé à une attaque sur territoire iranien. Ils ont donc fait alliance avec un ennemi mortel, moyennant finance d'ailleurs. Deuxième problème, ils ne sont pas vraiment basés en Iran, c'est plutôt un parti en exil, et il a des tendances sectaires qu'on a vues. On a des cas d'immolation en 2003. On a aussi des cas d'emprise familiale qui ont été dénoncés auprès des Nations Unies. Il semblerait qu'il y ait une sorte de culte de la personnalité autour de la figure centrale de Rajavi, que ce soit Massoud Rajavi et depuis sa mort en 2003, sa femme, Mariam Rajavi, dont vous allez sûrement apercevoir le visage par les temps qui courent, puisqu'elle est quand même une figure de l'opposition assez célèbre. Bon, évidemment, en réalité, la solution la plus naturelle, ça serait une restauration monarchique. Non pas que ce soit la solution que veulent la majorité des Iraniens, mais elle pourrait faire consensus dans l'état actuel de l'opposition, qui est quand même assez divisé. L'avantage, c'est que quand même, le Shah d'Iran, sa chute remonte à 1979, donc si vous avez moins de 60 ans, vous n'en avez que des souvenirs confus, il est facile de les idéaliser. Le candidat, c'est Reza Pahlavi, qui jouit d'une image assez bonne pour certains, un peu rigide pour d'autres. D'un point de vue de la légitimité, il est blindé. Avec son gros nez et ses sourcils épais, on n'a pas de doute, c'est bien le fils de son père. Par contre, lui n'a pas de fils, seulement des filles. Ça pourrait lui porter préjudice. Ses intentions sont très démocratiques. Il passe pour intègre, mais aussi il passe pour démocrate. Il manque un peu chez lui les manières fastueuses. On a du mal à l'imaginer revêtu de pourpre et de bière précieuse, assis d'un air majestueux sur le trône du Pan. Il a une certaine rigidité, une certaine sincérité aussi d'ailleurs. Je ne sais pas s'il ferait un bon roi des rois, mais il pourrait faire un bon roi. Mais on est vraiment à la veille d'une restauration ? Les Iraniens veulent de ce gars ? C'est possible. Je ne sais pas du tout s'il sera choisi. Je ne sais pas vraiment ce que pensent les Iraniens de ce personnage. Je dirais peut-être des bêtises. Pour moi, quand on voit le prince Reza Pahlavi, au-delà de sa popularité qui doit être discutable, pas incroyable, mais correcte, on entend l'écho d'une Perse qui est plus ancienne que l'islam. Et c'est ça qui est le plus important à la rigueur, plus que sa personne. C'est-à-dire que oui, l'Iran, c'est le schisme duodécimain, mais c'est aussi plus ancien que ça. C'est le pays de Cyrus. Non mais je veux bien croire qu'il y a un problème avec le régime iranien, mais j'ai du mal à te comprendre totalement. Les interventions occidentales ont presque toujours été catastrophiques, récemment. En Irak, ça a mis le pays dans le chaos, en Afghanistan, ça n'a rien changé au pouvoir taliban, et en Libye, on a mis le pays par terre. Et là, tu m'expliques qu'on va aller exporter de la démocratie encore une fois, et cette fois, ça va être une idée géniale. Ben oui, effectivement, c'est un peu la limite de tout ce qui se passe là. Toutes les interventions américaines ont été catastrophiques dernièrement, et donc il est tout à fait possible qu'on aboutisse à une guerre civile. Là encore, j'en sais rien, je ne dis pas l'avenir. Et si cette guerre civile s'éternise, ce sera le drame. Néanmoins, ce qui se passe là, c'est peut-être un petit peu différent de ce qui s'était passé avec Saddam Hussein et Kadhafi. Je m'explique. On a abattu les régimes de Saddam Hussein et de Kadhafi, et puis on s'est rendu compte trop tard que c'était sur eux que reposait l'équilibre du pays. C'est-à-dire que la construction du pays avait été très laborieuse, et c'était leur poigne qui permettait de maintenir l'ordre. Une fois qu'ils ont été dégommés, aucune solution de consensus n'est apparue pour les remplacer, et en plus, l'islamisme a pu surgir du chaos. Là, c'est un peu différent. On sait qu'on ne va pas faire le jeu de l'islamisme. L'islamisme est déjà là. Il est installé, il a même vieilli, et on a une solution de rechange qui semble relativement acceptable et assez familière aux Iraniens, la restauration monarchique. Ce qui est pas mal, parce que plutôt que d'instaurer la démocratie en soi comme un idéal un peu naïf, un idéal qui ne marche pas toujours en réalité, là ici on met plutôt en avant une solution de mémoire, une solution nationale, une solution patriotique. Par principe, c'est aux Iraniens de se débarrasser eux-mêmes de leurs dirigeants et de prendre des initiatives à ce sujet. Le moins les États-Unis interviendront dans ce processus, le mieux cela sera. Il ne sert à rien de chercher à modeler l'Orient à notre image. Après tout, il ne sera jamais un miroir fidèle de nous-mêmes, et tant mieux. La révolution est apparue en Iran pour des raisons qui nous échappent encore,
mais qui nous rappelle d'abord que l'humanité est suffisamment variée et que certains peuples ont des caractères imprévisibles. Nous, pendant ce temps, tout ce que nous pouvons faire, c'est ce que fait Trump pour le moment. C'est s'arranger pour que cet tyran ne devienne pas trop dangereux pour nous-mêmes. En ce sens, je trouve que l'intervention du 22 juin 2025 est plutôt salutaire. Trump a évité de se placer trop frontalement sur la question du régime. Il s'est cantonné aux intérêts propres de l'Amérique et de la communauté internationale. Les régimes, c'est une question compliquée. La France y a cassé un siècle entier sans trouver la recette. Ici, Trump s'est réservé la question nucléaire, qui est effectivement la plus préoccupante, et dont la problématique, contrairement à ce qu'on dit, est très différente de la guerre d'Irak. Bon, alors j'ai entendu un peu tout et n'importe quoi sur cette comparaison entre la guerre d'Irak et l'Iran aujourd'hui. Ne soyons pas naïfs. À l'époque de George Bush, il n'y avait aucune preuve. Il y avait juste un député qui nous a sorti une petite fiole de son armoire à pharmacie en nous disant qu'il y avait de l'anthrax. Par parenthèse, l'anthrax n'a rien à voir avec l'arme nucléaire. Cette histoire ne tenait absolument pas debout dès le début. Les Américains sont arrivés, ils ont foutu le pays par terre pour strictement rien. En fait, ils ne savaient pas du tout ce qu'il y avait, et comme ils se doutaient qu'il n'y avait pas vraiment d'armes nucléaires, ils ont dit armes de destruction massive, ce qui était d'un flou artistique. Bon, là, il y a quand même une différence, c'est que les preuves sont indiscutables. Donc c'est quand même un petit peu plus logique comme façon de procéder. Ce qui est exaspérant dans les interventions américaines au Moyen-Orient, c'est qu'elles sont généralement justifiées par l'exportation de la démocratie. Les États-Unis se retrouvaient comme les messagers de la civilisation. Malheureusement, ils revenaient souvent penauds, car la démocratie fait partie de ces marchandises qui, une fois livrées au destinataire, s'avarient en seulement quelques jours. C'est ce qui advint en Irak et en Libye. Les démocraties stables existent souvent parce que des pouvoirs forts, antérieurs, des empires ou des monarchies, ou bien des aristocraties mercantiles, ont cultivé un espace propice à la libre concurrence des idées, et encore ces idées ne sont pas n'importe lesquelles. Des choses plus sournoises et plus équivoques se placent au-dessus de l'idéal démocratique, et bien souvent sont indispensables à sa réalisation imparfaite. Il ne pouvait pas y avoir de démocratie libyenne sans rente pétrolière nationale distribuée par Kadhafi. Il ne pouvait pas y avoir de stabilité irakienne sans une dictature laïque pour apaiser les conflits confessionnels entre chiites et sunnites. La position des États-Unis sous George Bush et sous Obama péchait d'abord parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre que la démocratie n'est pas un concept absolu, mais un concept relatif. Et ils obtenaient, en bout de course, un chaos d'où pouvait sortir un islam triomphant. Concernant l'Iran, le problème n'est pas qu'il s'agit d'une dictature, le problème n'est pas de régime, le problème est de civilisation. La charia, soutenue par un clergé très organisé, a tout simplement fini par atrophier la brillante civilisation persane. On peut le regretter. On peut penser que les Iraniens méritaient mieux. Quand on lit Omar Khayyam, quand on lit Ataz, Saadi, Rumi, quand on découvre l'histoire des Achéménides ou des Parthes, on peut supposer que la culture persane avait de belles heures derrière elle et qu'elle en aura d'autres devant elle quand elle aura traversé ce nuage noir. Mais cette obscurité nous empêche de voir les processus laborieux qui permettront un jour à l'Iran de se retrouver lui-même. On ne peut pas se substituer complètement au peuple, car pour un relèvement national, il faut des solutions d'origine nationale. Le Shah d'Iran ne peut revenir que s'il est compris par tous les Iraniens comme un homme providentiel issu des rangs du peuple. Il devra faire oublier sa longue villégiature, son long refuge dans le Maryland. Le Shah d'Iran peut être un démocrate d'opinion, mais ce n'est pas le plus important. L'important est qu'il semble aimer la civilisation persane, qu'il veuille l'incarner, qu'il veuille continuer l'histoire commencée avec Suse et Persépolis. La grande différence entre Khomeini et le Shah, c'est que pour Khomeini, l'Iran n'est rien et l'islam est tout. Pour l'instant, Trump est globalement dans l'attentisme, mais malgré tout, il ne faut pas croire que parce qu'il est réticent aux interventions, il ne s'y résoudra pas en fin de compte. Si une révolte iranienne a lieu, la tentation d'intervenir reparaîtra de nouveau très forte, car les Pasdaran sont armés et les résistants seront demandeurs d'assistance. De plus, il existe un appât pour l'Amérique, c'est que la jeunesse iranienne ne nous déteste pas. Contrairement ici à la jeunesse des pays arabes, qui, elle, conserve de fortes rancunes. Bon, si vous voulez mon avis,
l'hypocrisie occidentale, elle n'est pas sur la question du nucléaire iranien. Parce qu'en réalité, l'Iran avait vraiment la bombe, et je vous assure, une majorité des gens sur Terre sont en fait soulagés de la façon dont les choses se sont terminées. En fait, l'hypocrisie américaine, elle existe bel et bien, mais elle se situe plutôt à Gaza, c'est-à-dire que elle se situe dans cette alliance un peu malsaine entre Israël et les États-Unis. Cette alliance qui pourrait, à terme, empoisonner l'Occident, le faire haïr par tous. Et c'est plutôt là-dessus que je voudrais insister dans ma seconde partie.